bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez parce que vous êtes en direct sur notre chaîne YouTube et également sur notre site le www.wango.info. J'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ça va aller parce que sur ces plateaux de l'émission Parole Jeune, tout va toujours bien. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons discuter sur un sujet, une thématique super intéressante, une thématique qui va sûrement vous intéresser. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, vous êtes bel et bien sur le plateau de Parole Jeune, cette émission, cette plateforme où nous recevons les jeunes d'esprit, bien évidemment pour débattre sur des thématiques qui sont liées à la jeunesse, des thématiques qui vous concernent et qui nous concernent. Alors, on va commencer par la présentation de mes invités avant que nous puissions vous parler de la thématique du jour. Alors, on va commencer par vous, Monsieur Henriave. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour encore une fois de plus. Je ne sais pas si je dois vous présenter parce que je suis sûre que les téléspectateurs vous connaissent très bien, mais allez-y quand même. Monsieur Henriave, qui êtes-vous exactement? Bon, Monsieur Henriave, c'est un entrepreneur et un motivateur à l'entrepreneuriat. Voilà, vous entreprenez dans quoi exactement? Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'agriculture. Je sais que vous entreprenez dans beaucoup de choses, l'agriculture également. Disons que mon entreprise est beaucoup plus focalisée dans le métier d'ingénieur, parce que je suis ingénieur. Mon entreprise, c'est Engineering and Services. Donc, notre vision, c'est de pouvoir offrir à notre environnement l'expertise d'ingénieur dans tout le domaine d'ingénieur. Donc, nous sommes dans le génie civil, nous sommes dans la soudure, nous sommes dans tout ce qu'il y a comme ingénierie, mais basé sur le développement durable. Et quand nous parlons de développement durable, nous devons mettre tout ce que nous gagnons à côté pour que nous puissions rassurer la vie de nos générations futures. C'est comme ça que nous investissons dans le secteur agricole, qui nous estimons que c'est un secteur porteur de bénéfices pour nous, et nous sommes là, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, oui. Ça fait quand même beaucoup de temps. Alors, Monsieur Dion Consing, ravi de vous recevoir sur ces plateaux de l'émission. Ça fait pratiquement 2 ans, je crois, que vous n'avez pas été sur ces plateaux. Je ne sais pas pourquoi, mais une petite présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas. Et j'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien, madame. Bonjour à vous aussi, à tout le co-débatteur. Moi, c'est, comme vous l'avez dit, je me nomme Monsieur Dion Consing. Je suis journaliste. Je crois que c'est amplement suffisant. C'est amplement suffisant et vous vous intéressez beaucoup à l'agriculture. Évidemment. Et vraiment, l'agriculture me tient trop à cœur, parce que c'est un domaine dans lequel je me dis il y a possibilité d'émerger facilement, en fait, de garantir son avenir, sans chercher à avoir la police derrière soi ou encore le oui-dire de décideurs mondiaux. Okay? C'est qu'on peut émerger sans trop d'embrouilles. Voilà, ceci est dit. Alors, Abélard, comment tu vas, Abélard? Ouais, ça va. Ingénieur agronome. Oui, quand je vois avec quelle passion tous les co-débatteurs parlent de l'agriculture, je suis très heureux. Donc c'est moi le plus heureux sur ce plateau. Je suis Abélard Mutombo, comme certains les connaissent, chroniqueur des activités agricoles. Et je suis aussi technicien des activités agricoles, producteur végétal et producteur animal. Je suis ingénieur agronome phytotechnicien. Pourquoi avez-vous choisi spécifiquement cette option-là? L'option phytotechnie. Il y a plusieurs raisons, notamment celle de produire, celle de produire le manger d'abord pour la population. Mais en faisant ces formations-là, nous avons été surpris que c'était un domaine exagérément vaste. Voilà. Voilà, on aura le temps d'en parler, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, vous l'avez sans doute remarqué, nous parlerons de l'agriculture comme moteur du développement en République démocratique du Congo. Voilà, c'est un secteur, à mon avis, qui est assez négligé dans ce pays. Alors, nous parlerons avec nos invités sur ces plateaux. Alors, commençons tout d'abord par définir l'agriculture. C'est quoi l'agriculture, Abélard? Bon, l'agriculture, c'est un concept assez vaste, mais je voudrais ici faire ce que nous dit simplement le dictionnaire Larousse. L'agriculture est un ensemble des activités économiques qui a comme objectif la production des végétaux et des animaux
par la transformation de la terre. C'est cela qu'on appelle l'agriculture. Donc, les gens disent que l'agriculture, c'est le champ seulement. Non, c'est l'ensemble des activités agronomiques ayant comme soubassement la terre. La terre, par la transformation de ce que la terre peut vous produire. Parce que les animaux, ils mangent les produits de la terre, alors que ce qui nourrit les animaux est produit de la terre. Ce qui fait que pour que cela quitte leur milieu vers les humains, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle les transformateurs. Et c'est cela, l'agriculture. L'ensemble de toute cette gymnastique-là s'appelle l'agriculture, comme le veut le dictionnaire Larousse. Voilà, alors, Monsieur Dionkonsang, voilà, aujourd'hui nous parlons de l'agriculture comme moteur de développement. Pensez-vous que l'agriculture peut être moteur de développement dans notre pays? D'abord, quand j'entends votre question, vous me demandez si je pense que l'agriculture peut être un moteur de développement. Je le dis à corps et à cri avec toute certitude qu'il en est ainsi. Et que l'agriculture peut facilement et plus vite amener un pays à son développement. Mais votre question ne s'était pas limitée là-bas, mais votre question a une précision particulière, un moteur de développement en RDC. Si seulement il peut arriver qu'un de ces quatre qu'on ait des dirigeants dont le regard presque à 70% serait tourné vers la terre, je suis convaincu que, en un clin d'œil et dans un laps de temps, le Congo, qui est notre cher et beau pays, ressemblerait à... En fait, il va atteindre la dimension tant rêvée et tant chantée par bien des gens. Le Congo a reçu, je ne sais pas si au monde ici, il y a un autre pays qui a eu autant de surnoms, autant d'éloges, en fait, comme le nôtre. Mais curieusement, la réalité est tout à fait différente. Mais avec l'agriculture, certainement, et si seulement les regards de bien de Congolais peuvent être tournés vers la transformation de la terre, je suis convaincu que le Congo n'attendra pas 5 ans, 10 ans, vraiment dans peu de temps, le Congo va atteindre des dimensions très exponentielles du développement. Voilà. Et vous, Monsieur Henri, êtes-vous d'accord avec ce que M. Dionkonsang a dit? Merci beaucoup. Je pense que je vais peut-être partir des chiffres pour faire ressortir cela. Imaginons que nous avons 500 000 ménages dans la province du Lualaba et que la consommation journalière est de $2. Ça signifie que par jour, ces 500 000 ménages et en tout consommé autour de $1 million. Ce qui veut dire que par jour, bien sûr, par mois, c'est $30 millions que nous sommes en train de dépenser dans le secteur de manger ou de la consommation des produits alimentaires. Chaque jour, on n'est pas obligé d'acheter tous les produits. Mais chaque jour, du moins, chaque famille est appelée, obligée de manger. Ça signifie quand vous regardez cet argent que nous dépensons sur les manger, qui, du moins, ces mangers sont produits par les autres pays. Vous allez tout de suite comprendre que l'argent produit en RDC, il est en train de bénéficier aux pays environnants, aux pays voisins. Donc, il est temps que nous puissions prendre conscience qu'au-delà, je suis un minier, je suis ingénieur métallurgiste, au-delà du secteur minier, enfin, ce secteur de mines qui est le secteur de base de la RDC, nous devons, c'est pourquoi on parle de la diversification du secteur économique, c'est pourquoi que pendant la Deuxième République, on a chanté l'agriculture priorité des priorités, parce que nous avons compris qu'avec 80% de terres arables, nous pouvons être capables de desservir des pays environnants. Mais au contraire, nous voyons que ce sont ces pays qui n'ont peut-être pas de terres arables aussi grands que nous, qui sont en train de nous donner tout ce que nous sommes en train de consommer. Donc, il est temps que nous puissions prendre conscience que pour que nous puissions nous développer, regardons tous les grands pays, les États-Unis, le Canada, la France, vous allez vous rendre compte qu'au-delà de la transformation, au-delà de l'industrie, de tout ce qu'ils ont basé leur économie sur le secteur agricole. Donc le secteur agricole, c'est un secteur primordial, c'est un secteur clé
pour le développement de tout pays. Et nous, en tant que pays qui égorge 2 tiers de eau et pratiquement 80% de terres arables, donc nous pouvons... Le pays le plus irrigué du monde. Le pays le plus irrigué du monde. Ça veut dire que nous avons tous les potentiels possibles, au-delà du potentiel géologique, qui, pour dire que la RDC c'est un scandale géologique, mais le pays, il a encore des potentiels incommensurables en termes de terre, en termes de ressources naturelles que nous pouvons exploiter pour que nous puissions être ce pays-là qui va nourrir le monde dans le temps futur. Voilà. Et vous, par rapport à la première question, puisque c'est même le sujet de notre émission aujourd'hui. Je m'excuse beaucoup de répondre par cette question par l'histoire. J'aime beaucoup quand on parle de l'histoire de l'homme. L'homme s'est développé à partir du moment où il a su domestiquer l'animal et domestiquer la plante. Quand il a arrêté d'aller de lieu en lieu pour ramasser et cueillir. À partir du moment où il a pu domestiquer son maïs à la maison, il a commencé à penser à autre chose. Vous voyez, c'est-à-dire que je sais que je vais vers un lieu, je vais trouver, c'est pas moi... à manger à la maison, derrière ma maison, je vais trouver mon maïs, etc. Mais malheureusement, je m'excuse beaucoup, nous aimons tous, par exemple, le kikanda ici. Mais il n'y a pas un seul champ de kikanda dans ce pays. Vous voyez, donc le Congolais, je m'excuse, nous vivons encore à cette étape de la chasse et de la cueillette. À partir du moment où nous allons apprivoiser l'animal et les végétaux chez nous à la maison, hein, à ce moment-là, nous allons devoir prendre de l'envol. Ce qui revient à dire, je épouse les idées de tous ceux avec qui je suis ici sur le plateau, l'agriculture est c'est pas moi, c'est la clé même du développement. D'abord, apprenez à domestiquer ce que vous mangez. À ce moment-là, vous pouvez penser à autre chose. Donc, je suis tout à fait d'accord que l'agriculture est l'élément moteur de... Voilà, avant que je ne puisse vous donner la parole, vous voulez contredire ? Je voulais un peu aller, pas contredire, mais essayer aussi, parce que moi je suis un entrepreneur, je suis un ingénieur métallurgiste de formation, j'ai fait mon master en commerce, donc je suis un commerçant, je réfléchis au commerce. C'est pour ça que je vois l'agriculture comme une opportunité et je me suis lancé. Je vous dis, ça fait 7 ans que je suis dedans. Mais il y a beaucoup de difficultés. Exactement. Et parmi les difficultés, là je suis en face d'un agronome aguerri qui a un master degree en agronomie. Je le dis même si lui-même n'a pas voulu le dire. Je me dis que c'est... Il fait le master, donc ce sont des personnes aussi qui ne nous aident pas. Je m'exprime ainsi. Parce que maintenant que je me rends compte qu'il est dans la production animale, où nous avons des difficultés dans ce que nous faisons. Il n'y a pas des entrepreneurs dans ce secteur. Ça veut dire quelqu'un qui ouvre un bureau d'études d'accompagnement dans le secteur, ça veut dire que c'est aussi une expertise qui n'est pas exploitée. Et moi, je me dis, ça c'est un défi que je peux lancer à mon co-débatteur en face, je me dis que pourquoi les agronomes eux-mêmes n'ont pas de fer? Voilà, on va y arriver. Ah, mais ça c'est une très bonne question. Ça sera tout à l'heure, on va en parler. Alors, M. Joe Konsang, comme M. Henri l'a dit tout à l'heure, pratiquement 80% des terres arables, mais nous continuons à être l'un des pays qui exporte la farine de maïs. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays exactement? Sincèrement, nous avons un très sérieux problème et ce problème, permettez que je dise ceci, je n'embrasse pas forcément l'opinion de mon confrère quand il veut s'attaquer aux agronomes. Sincèrement, je ne marche pas avec lui sur ce point-là. Aujourd'hui, dans ce pays, il n'a pas cessé de nous répéter combien de fois il est ingénieur métallurgiste. Et surtout, quand on est au Lualaba, quand on est un ingénieur dans un secteur comme celui-là, ça vaut la peine de le chanter à haute voix parce que c'est un domaine qui est presque recherché, applaudi. En fait, bien des parents à Kolosi au Lualaba envoient leurs enfants faire la chimie, la métallurgie ou que sais-je, tout ce qui est en rapport avec les minerais. Okay? Alors, tout cela part d'où?
Et si aujourd'hui nous, le Congolais, nous retrouvons dans cette situation, c'est un problème qui commence par le sommet, jusqu'à la base. Je prends un exemple. Nous avons connu, aujourd'hui nous avons presque un 5e président dans ce pays, mais j'aimerais qu'on me dise sur les 5 présidents, combien de présidents nous ont légué des fermes dans ce pays où eux-mêmes d'abord étaient en train de faire de l'agriculture. Sincèrement, permettez que je le dise, j'ai beaucoup plaint les gens qui ont accompagné l'ex-président Joseph Kabila au bout de 18 ans. Toutes les personnes qui ont chanté dans les rues de Kolwezi, les rues de Kinshasa, du Congo, applaudissant, se baptisant, je suis Kabila, en fait, prenant tous les noms possibles pour défendre ce dignitaire de notre pays. Mais curieusement, ce que je déplore, c'est que aucune personne, ou mieux, la plupart de tous ces gens qui ont évolué à côté de lui, n'ont pas su imiter ce qu'il y avait de bon chez lui. Vous savez quoi? De tous les dirigeants, pendant les 18 années qui viennent de se couler, il est la seule personne qui est sortie avec autant de fermes. Mais curieusement, tous ces gens qui ont été à côté de lui pendant toutes ces 18 années, toutes ces années ici, qu'est-ce qu'ils ont retenu de lui? À part seulement un combat politique qui nous amène à rien. Et de guerre de minéraux, en fait, qui ne profitent pas à la population. On allait y arriver. J'y arrive. Alors, si nous sommes à ce stade-là aujourd'hui, c'est parce que ça commence d'abord. Le leader, il a en lui le sens d'influencer. Pensez-vous que c'est eux qui ont la seule responsabilité? Je dis ceci, ça commence du sommet à la base. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis un leader, un président, un dirigeant. Il y a des choses qu'il dit et que les autres suivent. Il y a des choses qu'il fait et quand on voit ce que lui fait et on imite. Le problème part de là. D'abord, les dirigeants eux-mêmes, il n'y a aucune politique qui a été mise en place dans ce pays pour accompagner tout. En fait, au Congo, ce ne sont pas les projets, ce ne sont pas les textes qui manquent en rapport avec le secteur agricole, mais plutôt la politique de suivi. Elle n'existe presque pas. Et je veux aller encore plus loin, je vais vous donner des exemples plus pratiques. Dans cette province du Loa là-bas, lors du premier mandat de notre gouverneur, Richard Mouyej, il y a eu des gens dans son administration, dans la fonction publique, dans le gouvernement, qui avaient la responsabilité du domaine agricole. En fait, permettez-moi que je le dise. Pourquoi je dis ça? Parce que chaque année, permettez madame, chaque année, le gouvernement dépense de l'argent pour acheter les intrants, ainsi de suite. Mais il y a une année où on a donné de l'argent, on a fabriqué, on a payé en fait des semences de mauvaise qualité, on a imité le logo d'une maison qui produit des bonnes semences, ici dont je tais les noms, et quand cela n'a pas produit, le petit peuple se plaint. Le rapport est arrivé jusqu'au sommet, aux décideurs dans la province. Mais rien n'a été fait. Curieusement, ce qu'on remarque, c'est que ces personnes qui ont fait ce genre de choses ont été encore repris dans la fonction publique autrement. Et si je veux aller à la base, permettez, si je peux aller à la base, il y a très peu. Je commençais une activité agricole sur la route Kolwezi-Solwezi. Vous trouvez des villages entiers dans lesquels la population n'a même pas un lopin de terre sous lequel ils cultivent juste des petites histoires à consommer pour même des légumes ici, la marrante, la population n'en a pas. Ils sont là, ils attendent le camion qui va passer pour aller couper le bois et ils courent derrière et ils vont acheminer le bois et après quoi on va leur donner un petit rien, 2000 francs, 5000 francs et la journée passe. Vous imaginez des villages dans lesquels il n'y a rien. Alors monsieur Djo-Consang, il faudrait que tout le monde puisse parler. Alors monsieur Abélard, êtes-vous d'accord avec ce que monsieur Djo-Consang a dit ou la responsabilité est justement partagée entre vous qui êtes agronome, les petits peuples et même le politique? Moi je suis un fils de Jean-Paul II. Je ne voudrais pas accuser les gens. Tout le monde est responsable. Vous savez que dans ce pays, les gens font l'agriculture. Et quand les gens qui viennent de l'intérieur de ce pays disent que les ananas, les cossettes de manioc, les maïs pourrissent.
sur les... enfin, dans les villages, à Kawayongo et partout. Ça pourrit. Ça pourrit. Ça pourrit, hein, c'est en train de pourrir. Je ne voudrais pas accuser. Il y a nous autres ici, les gens qui sont à Kolwezi. Quelles options quand un papa se réveille le matin et qu'il entend son fils dire « je vais faire le champ ». Nous, à la faculté des sciences agronomiques, je vais vous faire rire. Les filles ne venaient pas faire défiler des mots de là-bas parce qu'ils disaient « on considérait que l'agronome était moins que les autres, ceux qui faisaient les autres filières. Pour moi, le professeur Bila Issia, lorsqu'il fait sa critique positive sur, sa critique négative ou positive sur le champ patriotique congolais, il critique le père Boka en disant « vous avez bien fait de dire par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. » Mais vous avez, comment je vais dire, vous avez clôturé ce mot, permettez l'expression, vous l'avez mis en boîte, en conserve, en disant aux Congolais que par le travail seul, par le labeur, c'est-à-dire labourer et produire seul, vous allez vous développer. Non. L'homme parvient, je vais encore emprunter un mot de l'histoire, parvient au développement quand il arrive à transformer. La Zambie ne nous vend pas le maïs. Non. La Zambie nous vend la farine. C'est-à-dire que la Zambie, exactement, oui, a déjà transformé le maïs. La Zambie a déjà retiré le sous-produit du maïs. C'est à ce moment-là qu'ils nous vendent. Regardez le nombre de Congolais qui vont acheter, par exemple, les croquettes des champs en Zambie. Les Congolais qui vont acheter les aliments de porc, de volaille en Zambie. Le Congolais, lui, quand il produit son maïs, il le vend brut. Il produit ses carottes, il le vend brut. Là, le développement arrivera lorsque le Congolais va arriver à la dimension de la transformation de ce qu'il a. Regardez, qui a pris... Vous pensez que l'ananas peut encore pourrir? Non. En Europe ou partout ailleurs, l'ananas ne pourrit pas. Il est transformé. L'ananas n'a pas été destiné à être transformé, à être mangé comme ça, ananas. Transformé dans les formes des jus, vous lui accordez encore quelques jours de plus. Vous voyez, on fait d'agriculture, on fait les patates douces et puis on les transforme. À ce moment-là, ça devient un consommable. Donc, il faut aussi changer de mentalité. Hein. Ce n'est pas seulement les autorités. Hein. Je m'excuse beaucoup. Ce ne sont pas seulement les autorités. En fait, je n'ai pas excusé. Nous, les Congolais, particulièrement nous les Congolais, vous savez comment nous réfléchissons? Disons, oh non, non, tout à quoi bien, les investisseurs sont en train de venir. C'est comme ça que les Congolais disent. Les investisseurs sont en train de venir tout à pas à ma cage. Non. On devrait dépasser ce niveau-là. On devrait atteindre le niveau de la transformation et le niveau d'être quand même entreprenant. Quand vous avez un enfant entreprenant à la maison, ça vous fait la joie. Un enfant qui se réveille le matin, il dit la voiture de papa est sale, je la lave. Je ratisse un peu dans la parcelle. Ça vous fait de la joie. Non, c'est un garçon intelligent. Voilà. Mais apparemment, cela nous manque. Voilà. Monsieur Henri, cela nous manque. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne marche pas pour le moment? Bon, disons que... l'État a le rôle de réguler, d'organiser certains secteurs. Parce que l'agriculture étant un secteur clé pour le développement, moi j'ai toujours pensé que l'État devait même reprendre certains secteurs, tels que la production du maïs. Il fait ces champs pour lutter contre cette carence en maïs dans la province. L'État peut faire ça. Nous voyons par exemple en France, certains secteurs comme le secteur de chemin de fer, ça appartient à l'État. Air France, SNCF, ça appartient à l'État. Donc certains secteurs, l'État peut les reprendre pour essayer un peu de subvenir aux besoins de la population. Parce qu'il y a certaines difficultés que les agriculteurs rencontrent, que l'État, lui, en tant que garant, pourrait réfléchir et mettre le mécanisme au point pour essayer un peu de pallier ou de venir d'apporter des solutions à ce secteur. Mais qu'à cela ne tienne, maintenant j'aborde l'aspect entrepreneurial où moi je me base beaucoup plus pour répondre à mon ami journaliste. Moi je suis entrepreneur de formation, même si j'ai dit je suis métallurgiste, je me suis présenté comme entrepreneur. Métallurgiste, mais j'ai une ferme, j'ai dit ça fait 7 ans. Moi, avant de quitter le secteur de mine où j'étais en train de travailler, je me suis dit, avant de quitter, j'achète d'abord une ferme. Parce que même si ça me compliquait, du moins j'ai une ferme.
j'ai commencé par acheter une ferme. Je sais que le secteur agricole n'est pas facile, mais je me suis lancé. Ça signifie qu'il y a des opportunités. Il faudrait qu'au-delà de ce que l'État peut faire, mais nous, la jeunesse, peut regarder aussi dans leurs idées d'entrepreneuriat, dans leurs idées d'entreprise, ils peuvent aussi regarder dans le secteur agricole. Et là, nous ne parlons pas seulement de l'agriculture, nous parlons aujourd'hui de l'agro-business. Donc cultiver et être capable de transformer, comme mon ami a en train de dire. On peut faire du jus, on peut faire... il y a beaucoup de produits qui viennent du secteur agricole, qui peuvent pratiquement inonder notre marché, qui est pratiquement utilisé par les produits des pays extérieurs. Donc, qui fait que nos débuts sont en train de partir. Donc, en tant qu'entrepreneur, si je dois donner vraiment des conseils aux jeunes, donc ils peuvent regarder. Il ne faut pas toutefois penser qu'il faut commencer avec 1000 poussins pour faire l'agriculture, pour faire l'élevage. Non, on peut commencer avec 25 sur 25 et ainsi de suite, on est en train de grandir. Donc je peux dire que les jeunes entrepreneurs n'ont pas forcément besoin de l'État, ils peuvent commencer eux-mêmes. Ils peuvent commencer eux-mêmes. L'entrepreneuriat, c'est ce désir-là, personnel. C'est cette vocation personnelle. Les autres viennent en aide quand ils te voient, toi, en train de tenir. C'est pas facile. Même là, quand j'ai dit 7 ans, c'est 7 ans de douleur. Donc, nous avons d'abord ma ferme, là où elle est. L'état de la route n'est pas très bon. À un moment donné, parce que moi j'ai commencé en 2014, en 2016, quand les provinces sont arrivées, il y a beaucoup de gens qui sont venus, ils ont même coupé ma ferme. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés parce qu'ils ont espéré que la province devait leur donner des engrais et des intrants, tout ça, de la semence. Mais chose qui ne peut pas arriver toutes les années. Et moi, je te dis, je n'ai jamais espéré, je ne suis jamais allé ou espérer que la province puisse me donner. À un moment donné, je me dis, ça va me mettre dans une certaine paresse. Si j'ai l'idée de faire 1 hectare, je fais 1 hectare. Et moi, je suis beaucoup plus dans les maraîchers. Je fais la tomate. Quand tu viens chez moi, tous les jours que tu viendras, il y a de la tomate, il y a du chou, ça, je cultive avec mon épouse. Et mon épouse peut même aller au marché. Elle peut laisser tout ce qu'elle fait, elle va au marché 2 fois avec des gens. Ça veut dire que ça doit être une passion. Moi, je suis né dans une famille où j'allais avec ma mère cultiver. Et je me dis aujourd'hui que je suis bref. Je dois le faire. Donc, comme mon ami l'a dit, il faudrait se défaire de ces idées de non, non. C'est ce qui fait que nous sommes reculés. Donc, nous devons nous dire que les mines, les minéraux, moi je suis métallurgiste, Bitaïcha. Voilà. C'est terminé parce qu'aujourd'hui, nous avons quitté les oxydés, nous sommes en train d'aller vers les sulfurés et nous sommes en train de terminer. Donc demain, tout le monde va se déverser dans l'agriculture et dans les autres secteurs. Donc la transformation, c'est maintenant où il faut déjà prendre cette décision. C'est maintenant où il faut regarder. Merci M. Henri. Voilà, merci M. Henri. Je donne la parole à vous qui parlez des journalistes. Évidemment, on va seulement accuser la terre. En fait, j'assume ce que je commençais par dire. Même quand j'entends M. Henri, tout comme M. Abela en train de parler, en fait, je dis que c'est un problème qui nous engage tous. Ça commence du sommet à la base. M. Henri a dit que il y a le secteur agricole, il y a beaucoup de difficultés. Oui, en fait, les premières difficultés commencent où? D'abord, l'état de route. Ok? Ici en province, comme M. Abelard évoque le problème de bananes et autres qui sont en train de pourrir, tout ce que l'on accuse, c'est la nationale 39 qui est dans un état pitoyable. Ok? Et même presque impraticable. Ça, c'est le problème qui concerne le gouvernement central, d'après ce que l'on entend dire. Exactement. Mais permettez, madame, au-delà de la route nationale, il y a aussi des routes secondaires. Qu'est-ce que la province à son niveau fait? Quand moi je parle des autorités, je parle de dirigeants, ça commence là-bas. C'est que si le gouvernement central tarde à venir vous arranger la nationale 39, il y a des routes secondaires qui relient les villages en villages que la province peut faire afin d'accompagner en fait, le problème de l'agriculture pour rendre la vie facile à ce petit peuple qui essaie d'entreprendre quelque chose par eux-mêmes. Pourquoi est-ce que je dis encore ça commence par le sommet? Je reviens à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Il est arrivé dans ce pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a initié le service national avec une vision focalisée sur l'agriculture à Kanyamakasese. Après son décès,
Tout cela était à l'arrêt. Regardez d'abord, avant qu'on ne lance le travaux à Kanyamakase, il a trouvé une ferme du temps de Mobutu qu'on appelait la ferme de Lansile, qui avait une succursale à Lubumbashi. Quand à son arrivée, on l'a baptisé la POFA. Madame, d'abord, quand il arrive, il trouve ça, la première des choses, c'est de mettre la main à cette structure et l'aider à reprendre vie. Je veux vous faire remarquer une chose. Depuis l'entrée de Laurent Désiré Kabila jusqu'à aujourd'hui, remarquez sur le marché, les prix des œufs et de poules n'ont pas beaucoup changé. Pourquoi? Parce que depuis l'époque, quand il a donné un coup de main à la ferme La Pofa, cette ferme a commencé à produire les œufs. Ça concurrençait la production qui nous venait de la Zambie. Et même la production de poules, que ce soit de poulets abattus ou de poules sur pied. Depuis un certain temps, ces histoires, leur prix est presque stabilisé sur le marché. Pourquoi? D'abord, ça a commencé avec la POFA, puis ensuite, à l'arrivée de Joseph Kabila, il y a eu la ferme Espoir et autres, comme M. Abelard l'a dit, il y a d'autres entrepreneurs. Tout ça pourquoi? Ça commence d'abord par les décideurs. Ouais, maintenant, si on doit descendre, permettez, si on doit descendre au niveau de la base, nous-mêmes, je veux qu'on regarde autour de nous. Dans combien de parcelles ici, vous y trouverez un petit jardin? Donc, dans nos parcelles, il y a la pelouse, il y a, outre la pelouse, il y a les pavés parcellaires. C'est que d'abord, tout ce problème commence par où? Par les dirigeants. Je disais qu'il y a ce que les dirigeants disent, que les gens suivent, il y a ce que les dirigeants font et les gens voient. Je comprends bien, selon vous, la plus grande part des responsabilités est celle des dirigeants. D'abord des dirigeants, ensuite aussi de la population. La population, c'est là que j'arrive en vous disant ceci. Il y a quelque chose qui devrait changer en nous. C'est que d'abord, quelqu'un qui n'est pas capable d'arranger un petit jardin dans sa parcelle, il a un grand espace, juste un petit jardin lui permettant lui-même d'avoir la possibilité de manger bio, des oignons, de l'amarante, l'oseille et le gombo qu'on peut cultiver sur une petite surface dans sa parcelle. Il n'a pas ça. Il préfère, comme l'a dit M. Henry, tous les jours, dépenser un minimum de 2000 francs ou 4000 francs pour payer les légumes alors qu'il peut en produire tous les jours. Merci, et le bio chez lui. Alors, une question que je pose à vous tous, à tout le monde, comment promouvoir l'agriculture dans un pays ou même dans une province où pratiquement tous les jeunes s'intéressent aux minerais? Monsieur Abelard et puis Monsieur Henry. C'est une grande question. Hein. C'est une grande question. D'abord, moi je suis un enfant d'un agent Gécamine. Donc quand j'ai commencé à étudier, papa m'a mis dans une école où il fallait qu'il se venge contre les ingénieurs qui ont pesé sur lui. C'est-à-dire, allez, va à Moutoshi. C'est là d'abord, que tu dois étudier pour devenir ingénieur. Et puis par la suite, il faut motiver les gens. Hein. Il faut motiver les gens. Il faut leur dire, comme fait déjà M. Henry en produisant les livres, en faisant des conférences pour parler aux gens de bienfaits de l'agriculture. C'est d'abord quelque chose de mental. Il faut dire aux gens que voilà, si tu ne fais pas l'agriculture, ce sera difficile pour toi de manger. C'est cela, c'est par là qu'il faut commencer à promouvoir l'agriculture. Il faut aussi qu'il y ait des agriculteurs qui réussissent, voilà, qui réussissent et qui se montrent que moi j'ai réussi au travers de l'agriculture et j'y suis. Vous voyez, l'agriculture, je ne sais pas, c'est d'abord un métier dans lequel il y a moins d'accidents que dans les mines, dans l'agriculture. Si vous me donnez aujourd'hui de faire 5 hectares, je crois que je peux résoudre la question de chômage de plus de 10 personnes dans mon champ. Sur un espace, par exemple, de 12 hectares où je peux faire... Oui. Donc, la question, elle est vaste, mais les réponses sont multiples. Je voudrais ici, par exemple, essayer de recadrer un petit élément simplement, comme M. Henry dit, et quand on se confie les responsabilités. C'est vrai, la grande part des responsabilités, à ce qui concerne l'agriculture, revient à l'État. Mais il y a une loi qui a été votée dans ce pays où l'État était le seul monopole, le seul qui gérait les assurances,
l'énergie, les énergies, c'est-à-dire l'eau et l'électricité. On a libéralisé ces secteurs-là. Combien de Congolais ont investi là-dedans? Vous voyez. Et quand vous voulez encore remettre un secteur dans les mains de l'État, il y aura encore d'autres revendications. Je crois que chacun devrait se prendre en charge, chacun devrait se rendre compte. Vous voyez, quand vous parlez passionnément de l'agriculture, moi ça me fait plaisir. Mais mettez aussi la main à la pâte, hein, ceux qui nous suivent, vous qui avez de l'argent, investissez dans l'agriculture. Je crois que vous ne serez pas déçus. La terre ne trompe pas. Vous imaginez, vous mettez un seul grain de piment, ça vous sort des milliers de piments. Voilà. Alors, la question. Disons que pour les jeunes, ce n'est pas facile parce que j'ai toujours dit, même à mes agents, j'ai dit, c'est comme un enfant, quand vous arrivez avec un enfant au champ, vous avez des arachides, lui préfère manger. Alors que vous regardez long terme. Parce que l'agriculture, il faut regarder long terme. C'est comme ça que dans notre secteur ici, vous ne verrez pas beaucoup de palmiers, vous ne verrez pas beaucoup de papayers et toutes ces choses parce que les gens disent nous voulons ce qui est ponctuel. Or, les entrepreneurs, nous travaillons long terme. C'est pour ça que moi, en tant qu'entrepreneur, je trouve que ce n'est pas tellement un problème. C'est des opportunités pour ceux-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, que nous avons un secteur qui a besoin de l'expertise, qui a besoin de nous. Pourquoi? Parce que les efforts, peut-être c'est l'argent, mais il faut commencer. Il faut commencer, il faut avoir le courage, parce que entreprendre, c'est avoir le courage. Donc, c'est des idées qui sont là, qui ne demandent pas beaucoup d'efforts à les focaliser. Et aussi, je remercie, je ne suis pas politicien, mais je remercie le gouvernement central pour avoir mis au point des fonds de l'entrepreneuriat. Ça signifie que, non, ça signifie que c'est une idée ou c'est un fonds qui existe. Et je me dis, dans un futur ne voit proche, pas beaucoup, en tout cas. Dans un futur proche, il y aura peut-être un fonds des entrepreneurs. Et les entrepreneurs, parmi les idées, ils peuvent exploiter cet argent, les business plans, parce qu'on a récolté le mois passé, le business plan par la FEC, pour des projets dans lesquels on va investir. Le secteur agricole, c'est un bon secteur. Et aussi pour des amis qui ont un peu d'argent, qui sont dans la sous-traitance, comme on est en train de se battre pour que toute la sous-traitance puisse revenir aux Congolais, ça signifie qu'il y aura un peu de l'argent chez nous. Il ne faut pas que nous soyons tous dans les engins, dans le même secteur. On se retrouve tous, quand j'ai un peu d'argent, j'ai un peu 100 000, j'achète un engin, j'achète un souci, alors que nous pouvons aussi entrer dans ce secteur. Quand nous regardons le Nigeria aujourd'hui, nous parlons de Aliko, Dangote et tous ces gens, ils ne sont pas aidés par l'État. Donc il y a des pays où les gens ont compris. Quand vous allez en Zambie, il y a des fermiers, il y a des gens qui sont à la ferme, ils te disent que moi, tout ça c'est pour moi. Donc c'est un secteur opportun pour nous, pour les entrepreneurs, où on peut investir d'argent et chercher l'expertise. J'ai lancé peut-être un défi à mon ami. Ça veut dire qu'il faudrait qu'eux aussi puissent avoir des bureaux une grande part de pour accompagner ces gens. Parce que c'est un secteur où quand nous y entrons sans expertise, qui fait mal. Donc la culture de Congolais ne consulte pas. Hein? Non, c'est moi qui donne la parole. Alors on passe directement à monsieur Diop. Merci beaucoup madame pour la question. Comment aider un jeune qui évolue dans un milieu en fait où on parle que minerai, un milieu minier, comment l'amener à adhérer à l'idée de l'agriculture. Je veux partir de mon confrère, M. Abelard, qui est l'enfant d'un Gécaminois. Et moi, j'ai eu l'occasion d'avoir un oncle qui était aussi employé par la Gécamine, mais qui malheureusement, lui, n'était pas dans le secteur minier. Parce que beaucoup de gens de Kolwezi, quand on parle de la Gécamine, les gens voient seulement un seul secteur, celui de minerai. Mais la Gécamine aussi en prenait, en fait, aussi faisait de l'agriculture. On appelait CEPSI, quelque chose comme ça. C'était, en fait... une structure. Monsieur Diop, il faut dire que c'était un secteur secondaire de la Gécamine. En fait, jusque-là, peu importe, mais je pars de là. Ce qui a amené les parents gécaminois à mettre au monde beaucoup d'enfants, c'était quoi? Les nombreux sacs de farine qui étaient en train de recevoir. Et ces nombreux sacs de farine que la Gécamine donnait provenaient d'où? De la propre ferme de la Gécamine. Oui, qui était la Gécamine secondaire. Je n'en disconviens pas. Je voudrais d'abord partir de là. Je parle à un Kolwezien, à un jeune qui est né ici à Kolwezi où il y a de minerais, pour lui faire comprendre que, en fait, quand on parle du Loa là-bas et qu'on parle de Kolwezi, on ne devrait pas seulement penser que toute l'émergence de cette ville est la vieille belle époque
de Colosie devait, en fait, sa floraison seulement aux minerais. Il y avait aussi, en fait, les minerais payés, donner de l'argent. Mais ce qui permettait, c'est qu'on vive aisément dans nos maisons gécaminois. On ne mangeait pas les minerais, on mangeait la farine qui provenait du champ que la gécamine était en train de faire. Alors, comment amener ces jeunes? En fait, vous devez savoir qu'il est dit que l'homme est le produit de son environnement. Le premier environnement qui accueille un enfant, c'est lequel? C'est la maman, c'est le papa. En fait, qu'est-ce que le parent Loualabé dit à son enfant? Qu'est-ce que la maman Loualabé dit à son enfant? Tout devrait partir de là. Si tous les parents amènent leurs enfants dans des écoles d'ingénierie, dans les secteurs de mines, comment voulez-vous qu'aucun enfant à un certain âge puisse penser à l'agriculture? C'est qu'on devrait aussi commencer par là. Amener d'abord les enfants, leur parler de l'agriculture. Et un enfant qui évolue dans une maison où il voit papa, qui peut d'abord commencer par élever 2 poules, et puis à côté, il fait un petit jardin dans la parcelle, il pourra dire à son enfant... Et votre mot de la fin, puisque nous sommes pratiquement... Ok, il pourra dire à son enfant qu'en faisant ceci, demain après-demain, on pourra avoir de grandes richesses lorsqu'on peut en fait avoir une grande ferme. Quand on a des millions en main, il ne faudra pas chercher seulement à aller dans une ZEA quelque part pour commencer le creusage, mais on peut prendre cet argent, on va l'investir dans un secteur agricole pour devenir millionnaire après-demain. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Dioconsang. Je pense qu'on va revenir sur ces sujets. Il est vraiment très intéressant. Alors, monsieur Abélard, votre mot de la fin, je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à dire, mais en 1 minute, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ah non, mais je ne saurais pas faire ce mot de la fin en 1 minute. J'ai dit que le changement de mentalité est très important. Je ne sais pas. Salongo, ce mot Salongo que le président Mobutu nous a ramené de la Chine, enfin, quand il est revenu après sa rencontre avec le président de la Chine à l'époque, Mao, voilà. Il paraît qu'il a été mal vulgarisé dans l'espace katangais. Quand j'ai rencontré une tante d'une autre province, elle disait, Mobutu disait, Salongo va au champ, fait ceci. Ici, chez nous, c'était les travaux communautaires dans les rues. C'est-à-dire que déjà, le Katangais a été détruit dans son mental. Il a été domestiqué au fait qu'il doit travailler pour les autres, les Belges, dans les mines, et gagner de l'argent, et puis, bon. Faire le jardinage, c'était un problème. Aller au champ, c'était un problème. Donc, il faut déjà partir de... Comment désinstaller ce mauvais virus qui a été mis dans notre tête, hein, que de détester le champ, que de détester les travaux, faire de soi-même. En tout cas, faites-nous ce beau cadeau-là. Multipliez des conférences, même gratuitement. Voilà. Faites-le. Merci. Pour que merci Abélard. On va finir avec vous, monsieur Henri. Vous avez 45 secondes, malheureusement. Disons que moi, en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est un secteur opportun où les gens peuvent investir l'argent. Parce que quand nous parlons de l'agriculture, on ne voit pas seulement l'agriculture là où que les gens qui ont un peu d'argent dans la province puissent s'investir. Ils ont des engins, ils ont des ceci, puissent avoir des fermes comme la Zambie, comme en Afrique du Sud. Comme ça, ils vont bien passer leur bonne retraite. Il ne faut pas seulement rester là dans les secteurs miniers où nous avons peut-être des contrats, mais quand nous avons un peu d'argent, allons aussi dans le secteur agricole et essayons un peu de créer la passion aux autres, essayons un peu de créer la nourriture dans notre environnement pour subvenir à nos besoins. Parce qu'au-delà de tout, quand nous parlons de développement, nous voulons que notre argent puisse rester au pays, que ça puisse aider le pays, mais notre argent est en train de partir. Pourquoi? Parce que nous importons tout. Donc, il ne faut pas le voir seulement dans une échelle petite. Il faudrait que ceux-là qui ont un peu d'argent, ceux-là, des entrepreneurs congolais qui ont un peu d'argent, puissent investir dans ce secteur et avoir un peu plus merci, monsieur Henri. Ma chambre, elle n'a pas quand même un retraite. Ma chambre est une case. On peut s'applaudir. Voilà, mesdames, messieurs, je pense qu'on va revenir avec ces sujets. Il est vraiment très intéressant. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Et suivez cette émission déjà demain sur YouTube. Okay.